Paragraphe 6.13. Réponse impulsionnelle et fonction de transfert d'un filtre numérique stable et causal. Introduisons la fonction de transfert f de z par yz, tz de la sortie, égale f de z, xz, tz de l'entrée. À ce moment-là, si x de n est une impulsion de Dirac, y de n, la sortie, est égale à f de n, ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle. Et la tz de f de n est égale à f de z multiplié par la tz de delta n, c'est-à-dire 1, donc égal à f de z. D'où le résultat identique à l'analogique est tout à fait fondamental, que la fonction de transfert en z f de z est la transformée en z de la réponse impulsionnelle f de n, ce qui est écrit ici, avec ici le rappel de la définition de la tz d'une suite f de n. Introduisons maintenant, à partir de la fonction de transfert en z, la fonction de transfert en f ou gain en fréquence qu'on va noter h indice grand F de petit f. Alors on est obligé de changer de notation ici parce que ce n'est pas la même fonction. Donc là on l'avait appelé f de z, là on l'appelle h indice grand F, petit f, pardon, de f. Eh bien elle s'obtient, cette fonction de transfert en f, on l'a vu, par le changement de variable z égale e puissance 2πjf. Attention, en fait, comme toujours en numérique, le petit f ici représente la fréquence réduite, c'est-à-dire grand F sur FE. Ce qui donne h indice petit f de f égale h de z pour z égale e puissance 2πjf. Et en remplaçant ici dans la définition de la tz de f de n, on obtient sigma de k égale 0 à l'infini de f de k, e puissance, alors je remplace z par ça, et ça donne e puissance moins 2πj kf. Ces deux résultats sont tout à fait comparables à l'analogique, mais pour un filtre numérique, le gain en fréquence h indice f de f est une fonction complexe, mais surtout périodique. Cette périodicité venant du caractère discret des signaux manipulés. Périodique et de période, fr égale 1, ce qui correspond à f égale FE. Donc de période égale à la fréquence d'échantillonnage. La somme ci-dessus, là ou là, est donc à la fois ici la série de Fourier de h indice f de f, qui est périodique et de période FE, donc il y a un développement en série de Fourier qui s'écrit comme ça. Et en même temps, la transformée de Fourier discrète de f de n. Cas particulier, si on a un filtre RIF, à ce moment-là, on a vu que f de z se réduisait à son numérateur, n de z, et s'écrit donc, en introduisant les coefficients, A0 plus A1 z puissance moins 1 plus etc. AP z puissance moins P, ou encore sigma de n égale 0 jusqu'à P de f de n z puissance moins n. Ce qui fait apparaître à nouveau, parce qu'on l'avait déjà vu, que la réponse impulsionnelle pour un filtre RIF a une longueur finie et comprend les coefficients, c'est la suite des coefficients A0, A1, etc. jusqu'à AP. Donc la réponse impulsionnelle est finie et de longueur P plus 1, où P est l'ordre du filtre. Il y a donc P coefficients et P plus 1, pardon, il y a P plus 1 coefficient et l'ordre est P. Réponse initiale d'un filtre numérique causal. Par définition, c'est la réponse D de n à une entrée en échelon unité, U de n. On a donc la Tz de la sortie, D de n, égale f de z, fonction de transfert, multipliée par la Tz
de l'entrée, c'est-à-dire grand U de Z. Et U de Z, c'est la TZ de U de N. Elle est donnée par la table des transformés en Z, paragraphe 5.9, diapo 1 sur 3. Et elle vaut 1 sur 1 moins Z moins 1, ou encore Z sur Z moins 1. On arrive donc au résultat important suivant. Dn, réponse indicielle, c'est la TZ inverse de H de Z U de Z. Donc c'est la TZ inverse de Z sur Z moins 1 H de Z. Ou encore la TZ inverse de H de Z sur 1 moins Z moins 1. On s'intéresse toujours à la valeur finale de la réponse indicielle, c'est-à-dire à la limite de D de N, lorsque N tend vers l'infini. Cette limite est donnée à partir de l'égalité qui est au-dessus, en utilisant le théorème de la valeur finale qu'on a vu au paragraphe 5.8 des propriétés de la TZ. La limite lorsque N tend vers l'infini de D de N, c'est la limite lorsque Z tend vers 1 par valeur positive de Z moins 1 fois la TZ de D de N, c'est-à-dire Z H de Z sur Z moins 1. En simplifiant par Z moins 1, ça donne la limite lorsque Z tend vers 1 de Z H de Z, c'est-à-dire H de 1. Il en résulte que la valeur finale de la réponse indicielle d'un filtre causal est la valeur prise par la fonction de transfert H de Z pour Z égale 1. On écrira ça D de l'infini égale H de 1. Paragraphe 6.15 maintenant, réponse harmonique d'un filtre numérique. Alors par définition, c'est la réponse Y0 de N à une excitation qui est également harmonique, c'est-à-dire sinusoïdale, ou encore représentée par une exponentielle complexe, alors discrète ici, enfin un temps discret, de fréquence F0. C'est-à-dire la réponse à X0 de N égale petit a, l'amplitude, exponentielle de 2 πj F0N ou F0, et la fréquence de l'excitation sinusoïdale. En introduisant la pulsation oméga 0 associée à F0, petit a, exponentielle de j oméga 0 n. On fera l'hypothèse qu'on a un filtre stable entrée bornée sortie bornée, de réponse impulsionnelle discrète qu'on appellera H de n, et donc de réponse en fréquence ou gain complexe, H indice petit f de f égale H de z lorsque je remplace z par e puissance de pi jf, ou encore, par définition même ici de la transformer en z de H de n, sigma, sous-entendu de 0 à l'infini, de H de k, e puissance, moins 2 pi jfk. Calculons la réponse Y0 de n à l'excitation X0 de n qui est ici. Et pour ça, utilisons le fait que Y0 de n, c'est le produit de convolution, puisqu'on est dans l'espace temporel, le produit de convolution de H de n et de X de n, c'est-à-dire sigma de k, alors sous-entendu ici, de k égale 0 jusqu'à l'infini, sigma sur k, de H de k, X0 de n moins k. Remplaçons X0 de n ici par sa définition, donc l'exponentielle complexe, où n ici va être égal à n moins k, et séparons les termes qui dépendent de n qu'on laisse dans le sigma et les termes indépendants de n que l'on passe devant. Alors les termes indépendants de n, ça va être, provenant de x0 de n moins k, petit a, e puissance, j, oméga 0, n. Ça c'est indépendant de k, donc ça sort devant. Alors n'oublions pas que ici n est remplacé par n moins k, donc il reste dedans, ici, e puissance, moins j, k oméga 0. Et n'oublions pas le h de k qui était déjà ici. Ce qui fait qu'il apparaît deux facteurs.
Ici devant, c'est tout simplement x0 de n qui se trouve multiplié ici par cette somme qui est l'expression de h de f, le gain en fréquence, lorsqu'on remplace oméga par oméga 0, c'est-à-dire f par f0. Donc x0 de n multiplié par h de f0. Conclusion. y0 de n, c'est le gain complexe, ce qu'on appelle le gain complexe ici, pour f égale f0, donc h indice f de f pour f égale f0, multiplié par l'entrée, x0 de n. Comme en traitement analogique du signal, l'exponentielle complexe de fréquence f0 est donc une fonction propre du filtre linéaire, c'est-à-dire que si on l'applique à l'entrée comme excitation, on a en sortie quelque chose qui est proportionnel, avec pour constante de proportionnalité ce qu'on appelle valeur propre, le gain complexe h de f pour f égale f0. Alors si on introduit le gain en amplitude g de oméga égale module de h de f et le déphasage phi de oméga égale l'argument de h de f, cette égalité devient y0 de n, la sinusoïde ou l'exponentielle complexe en sortie, égale, alors n'oublions pas qu'on remplace y0 de n ici par ça, donc petit a avec le module de h de f, module de h de oméga 0, multiplié par e puissance j oméga 0 n, ça c'est ce qui provient de l'excitation, mais il s'y rajoute phi de oméga 0. Donc, à la traversée du filtre linéaire, l'exponentielle complexe voit son amplitude multipliée par le gain pour f0, le gain pour f égale f0, et sa phase augmentée ou décalée de phi de f0, l'argument donc de f de f, pour f égale f0. Paragraphe 6.15, réponse harmonique d'un filtre numérique, deuxième diapositive. Alors c'est le cas intéressant est le cas où le filtre est réel, c'est-à-dire où h de n est réel, h de n réponse impulsionnelle. On va donc mettre à l'entrée d'un tel filtre un signal sinusoïdal, x0 de n égale cosinus oméga 0 n. On démontre, parce que ce n'est pas la peine de refaire la démonstration, c'est rigoureusement la même qu'en analogique, que la réponse à une excitation sinusoïdale xn de fréquence f0 est toujours une sinusoïde, yn, de même fréquence f0, dont l'amplitude est multipliée par g de f0, c'est-à-dire la valeur du gain pour f égale f0, et dont la phase est décalée de phi de f0, qui est l'argument de la fonction de transfert pour f égale f0. La fonction de transfert en f, h de f, qui est h lorsqu'on remplace z par e puissance de pi jf, est ainsi, comme la fonction de transfert en P de l'analogique, on l'a vu dans le cours de traitement analogique du signal, l'outil d'analyse du comportement en fréquence des filtres numériques. 6.16, diagramme des pôles et des zéros et comportement fréquentiel. On va partir, puisqu'il s'agit de pôles et de zéros, d'une forme factorisée de la fonction de transfert h de z. Cette forme factorisée, on a vu au paragraphe 6.10 qu'elle s'écrivait en fonction des puissances positives de z, et non plus de z-1, elle s'écrit k, une constante qui s'exprime en fonction des coefficients, mais peu importe, z puissance q moins p, au numérateur, ici, un polynôme de degré p qui, quand on le factorise en fonction donc des zéros de la fonction de transfert, s'écrit le produit de i égale 1 jusqu'à p de facteurs du type z moins z0i, où z0i sont les racines de numérateur, c'est-à-dire les zéros de la fonction de transfert. De même au dénominateur, avec les pôles de la fonction de transfert. Et il y en a q. Si on s'intéresse qu'au module de la fonction de transfert, ça donnera g de f égale module de h de z égale module de k, module de z puissance q moins p. Alors comme on remplace z
par e puissance 2πjf, le module est égal à 1 de z puissance q moins p, puisque module de e puissance j quelque chose, ça fait toujours 1. Donc ça disparaît, et il reste ici, module du quotient, c'est le quotient des modules, et module d'un produit, c'est le produit des modules. Il reste au numérateur le produit des modules de z moins z0i, et au dénominateur, le produit des modules de z moins zpj. A noter que les pôles et les zéros en eau qui proviennent du facteur z puissance q moins p n'interviennent plus dans l'expression de g de f, puisque on a pris le module et que le module de z puissance q moins p, ça faisait 1. À partir de là, on peut trouver une interprétation géométrique intéressante qu'on va développer maintenant. Pour ça, on va représenter le point d'affixe z égale e puissance 2πjf, on parlera fréquence ici, par le point courant m, qui se trouve où? D'abord, il se trouve sur le cercle unité, puisque le module de z est en permanence égal à 1. Donc OM égale 1. Donc il se trouve sur le cercle unité. Et il est tel que le vecteur OM fait avec l'axe des réels un angle égal à l'argument de z, c'est-à-dire à 2πf, ou encore à oméga, ce qui est indiqué ici sur la figure. Les zéros et les pôles vont être représentés par des points z0i et zpj, on n'en a mis qu'un ici sur la figure. Et que va représenter l'expression g de f? Eh bien, au numérateur, ici, on a module de z moins z0i, qui n'est autre que représenté par le vecteur mz0i, dont la longueur est module de z moins z0i. Donc au numérateur, ici, c'est la distance de m à z0i, et au dénominateur, la distance de m à zpj, si j'appelle zpj le pôle courant. Alors continuons sur la diapo suivante où on a repris la même figure. Lorsque f varie, le point m parcourt le cercle unité. On rappelle d'ailleurs à ce sujet qu'on définit deux fréquences réduites. La fréquence réduite, quand on prend comme référence la fréquence d'échantillonnage, c'est le FR habituel. Et puis MATLAB, lui, prend comme référence la fréquence de Nyquist qui est égale à FE sur 2. Donc ça donne une deuxième définition qu'on avait déjà donnée. Compte tenu de la périodicité des spectres des signaux échantillonnés, on va limiter FR à la bande de base 0,1. 0 inclus, 1 exclu, en général. Il sera peut-être préférable de prendre l'élongation de 1 entre moins 0,5 et plus 0,5 de façon à inclure les fréquences positives et les fréquences négatives. Maintenant, les distances mz0i, qui sont au numérateur, ici du module de la fonction de transfert qu'on avait écrit à la page précédente. Ou bien mzpj qui sont au dénominateur. Ces distances passent par des maximums et des minimums plus ou moins prononcés. On voit que mz0i varie suivant où se trouve le point m ici sur le cercle unité. Et ça passe par des maximums et des minimums qui sont plus ou moins prononcés selon la plus ou moins grande proximité respectivement de z0i et zpj par rapport au cercle unité. Et ils sont le plus prononcés lorsque z0i est sur le cercle unité, parce qu'à ce moment-là, les minimums valent 0, et les maximums, comme zpj est en dénominateur, valent l'infini. Un 0 proche du cercle unité va correspondre à un creux de g de f pour la fréquence correspondante à cette position qui va avec le creux. Un pôle proche du cercle unité va correspondre à un pic, puisque le pôle intervient au dénominateur. Donc un dénominateur qui tend vers 0, ça fait quelque chose qui tend vers l'infini, bien sûr pour la fréquence correspondante. On en déduit une règle simple pour le tracé du gain en fréquence, et qui va induire la notion de pôle et zéro dominant. Lorsque f varie, m se déplace en effet sur le cercle unité, et le tracé de g de f, le graphe de g de f,
va présenter des maximums, des pics, quand M passe près d'un pôle, et des creux quand M passe près d'un zéro. L'étroitesse de ces pôles, de ces maximums, ou de ces minimums, de ces creux, est directement liée à la proximité par rapport au cercle unité de Z0i ou ZPJ respectivement. C'est-à-dire que seuls les pôles et les zéros proches du cercle unité exercent une influence importante. On les qualifie de dominants. Pour finir ce chapitre, paragraphe 6-17, une synthèse sous forme de tableau des principales caractéristiques des filtres numériques causaux. Ce tableau de synthèse, nous allons le faire en distinguant, selon la réponse impulsionnelle, et comme on le fera désormais dans toute la suite du cours, deux types de filtres. D'une part, à réponse impulsionnelle finie, RIF, d'autre part, à réponse impulsionnelle infinie, RII. Et on va regarder successivement les différentes caractéristiques de ces deux types de filtres, en commençant par la réponse impulsionnelle. Pour un filtre RIF, H de n, réponse impulsionnelle, égale A de n pour n appartient au segment 0p et 0 ailleurs. La longueur de H de n est finie et égale à p plus 1, où p est l'ordre du filtre. Pour un filtre à RI, à réponse impulsionnelle infinie, H de n égale 0 pour n négatif par causalité, sinon H de n est défini quel que soit n appartenant à 0 l'infini. La longueur est infinie. Passons à l'équation récurrente. Pour un filtre RIF, il n'y a pas d'échantillon en yn-k dans l'équation récurrente. Donc elle s'écrit en fonction uniquement des xn-k, où les AK sont égaux à h de k, h étant la réponse impulsionnelle, et où p est l'ordre du filtre. Pour un filtre RI, il existe des termes en yn-k. C'est ce qui est caractéristique d'une structure bouclée. Alors là, on dit que le filtre est récursif. Il était non récursif pour un RIF. Si x de n figure seul dans l'équation, le filtre est AR, ce qui est très souvent le cas. Sinon, on est dans le cas général, il est ARMA. Et il y a des termes en xn-k. La mémoire est limitée et de longueur p pour un filtre RIF. Ça veut dire que le filtre fait appel à tous les échantillons passés de xn jusqu'au pm. P plus unième puisqu'on démarre à k égale 0. Pour un filtre RI, la mémoire est illimitée à cause de la structure bouclée. La fonction de transfert, maintenant, on l'obtient en passant au transformé en z à partir de l'équation récurrente. Pour un filtre RIF, h de z s'écrit sigma de k égale 0 jusqu'à p de ak z puissance moins k, qui vient du xn-k ici. Et c'est un polynôme. Les coefficients AK du polynôme f de z ordonné en z puissance moins 1 sont ceux de xn-k dans l'équation récurrente. Et l'ordre P est égal au nombre de coefficients moins 1 du filtre. Pour un filtre RI, h de z est une fraction rationnelle avec un numérateur et un dénominateur. Si on les ordonne en fonction des puissances négatives de z, on obtient l'expression qui est indiquée ici, et qui fait intervenir les coefficients AK et BK du filtre. AK au numérateur et BK au dénominateur. L'ordre du filtre, c'est le plus grand des deux entiers P et Q. Continuons le tableau à la diapositive 2/2 et passons maintenant à un nouveau critère, les pôles et la stabilité. Pour un filtre RIF, il n'y a pas de pôle, puisqu'il n'y a pas de dénominateur dans la fonction de transfert. Il est donc toujours stable.
la stabilité est inconditionnelle. Pour un filtre RI, il y a des pôles qui sont les racines du dénominateur, donc une condition de stabilité, à savoir que ces pôles, pour que ce soit stable, au sens EBSB, doivent être en module plus petit que 1, c'est-à-dire être à l'intérieur du cercle unité. À partir de maintenant, il nous reste 3 lignes à voir. Ces lignes sont indépendantes du distinguo RIF ou RI. La réponse initiale d'abord, c'est la réponse D de n à l'échelon unité U de n. La seule chose qu'on peut en dire, c'est que D de l'infini égale As de 1. Et que cette valeur est atteinte au rang P plus 1 pour un RIF d'ordre P. Elle n'est atteinte évidemment qu'à l'infini pour un RI. La fonction de transfert en f, elle s'obtient à partir de la fonction de transfert en z, en faisant le changement de variable z égale E puissance 2 pi jf. Et elle est égale à cette somme qui est ici. C'est une fonction périodique de période 1 en fréquence réduite, c'est-à-dire de période FE en fréquence f. Par parenthèse, les échantillons H de n sont les coefficients de Fourier de h indice petit f de f, et le module de h de f et l'argument de h de f sont respectivement le gain en amplitude et le déphasage du filtre. Enfin, la réponse harmonique, c'est par définition la réponse à une excitation exponentielle complexe ou sinusoïdale. Cette réponse est de même nature que l'entrée, donc exponentielle complexe ou sinusoïdale, et de même fréquence F0. Enfin, le module où l'amplitude de la sinusoïde est multipliée par la valeur du module de h de f pour f égale f0, ce qu'on appelle le gain pour f égale f0, et l'argument, qui représente la phase, est décalé de phi de f0. Conclusion au module de cours numéro 5. D'abord les points les plus importants du cours, donc de ce chapitre 6. Je dirais presque que tout est important puisque c'est toutes les notions de base sur les filtres numériques qui constituent l'homologue de tout ce qu'on a vu en analogique et qu'elles doivent être complètement assimilées. Je souligne au passage l'importance du tableau du paragraphe 6.17 puisqu'il récapitule l'ensemble de ces notions. Également important dans ce chapitre 6, la classification spécifique des filtres numériques, qui figure au paragraphe 6.6. Alors, pour passer de la théorie à la pratique, exercices et travaux dirigés, vous avez dans ce chapitre, c'est un des plus riches en exercices, puisqu'il n'y a pas moins de 14 exercices avec leurs corrigés, avec tous les niveaux de difficulté de simple à difficile, pour fixer toutes ces notions de base. Vous avez aussi des exercices plus évolués et un TD, portant sur l'analyse des filtres numériques, qui viendront, mais seulement ensuite, au titre des chapitres 7 et 8, mais qui viennent aussi illustrer évidemment les notions de base.